Il y a les feuilles qui tombent. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille avec un décor absolument incroyable. Vraiment, regardez, je me pousse. C'est trop beau. Je suis actuellement au Canada. Je suis dans un chalet avec ma famille. On est venu voir mon frère qui vit ici. Il vit à Montréal. Bon, là, c'est pas Montréal, mais vraiment, le Canada en automne. Je voulais vraiment voir les feuilles d'automne et c'est vraiment incroyable. Je viens pour vous faire une petite vidéo sur tout ce que je lis depuis que je suis arrivée ici et j'avais vraiment envie d'immortaliser ce décor absolument fabuleux, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Je vais d'abord vous faire l'update lecture, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu juste avant mon arrivée au Canada et tous les livres que j'ai lus depuis. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a donné, donc un petit book haul. Ce sera plus dans ce décor, mais ce sera quand même très joli. Le livre que j'ai lu juste avant de partir au Canada, c'est Les silences de Mona de Nora Lake. Je vous mettrai la couverture quelque part par là-bas. Et du coup, c'est un livre que j'avais acheté quand j'étais partie rencontrer l'autrice. C'est l'une de mes autrices préférées, je vous en parle très souvent. Il y avait une rencontre dédicace à Angers et du coup, j'avais fait le chemin toute seule, un peu flippée dans ma voiture d'aller rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, mais avec qui j'avais beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'étais partie signer mon exemplaire de Descendre sur tes mains, puisque c'est mon livre préféré de cette autrice, et j'en ai profité pour acheter donc Les silences de Mona. Dans cette histoire, on va suivre Charlie et Mona, c'est les deux personnages principaux, mais il y a tout un autre groupe d'amis qui gravitent autour d'elle. C'est deux lycéennes qui sont en spécialité littérature dans un décor très Dark Academia. C'est pas Oxford, mais c'est un lycée type Oxford, enfin vous voyez un peu le décor. Ça mélange le Dark Academia avec toutes ces références de littérature, tous ces vieux livres un peu anglais, et en même temps il y a un côté un peu sombre, un peu horrifique, il y a des touches de surnaturel avec des fantômes. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé les personnages vraiment bien construits, notamment celui de Charlie, parce que dans ce livre on va suivre la vie de Charlie avant, dans le passé, et dans le présent, elle est interviewée par un psychiatre parce qu'il y a eu un meurtre. On ne sait pas qui est mort, mais en tout cas, ça faisait partie de ce groupe d'amis-là. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On va suivre du coup tout le long du livre l'enquête de ce qui s'est passé avant, comment c'est arrivé, etc. Et j'ai beaucoup aimé la construction de ce un peu passé-présent. Et surtout, j'ai trouvé la dynamique entre les différents personnages vraiment pertinente dans le sens où on voit bien les personnalités changer, on les voit évoluer, on comprend comment la littérature affecte aussi leur comportement. Et la seule chose que j'ai à reprocher, je trouve que Charlie s'attache à Mona extrêmement rapidement, vraiment dès au moins le deuxième chapitre, et j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide. Après, ça se comprend par rapport à ce qui se passe par la suite, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide dans la construction parce que nous, on connaît pas forcément Mona, on connaît pas forcément Charlie, et tout de suite, elle s'attache très vite à Mona. Donc voilà, c'est la seule chose que je pourrais reprocher au livre parce que le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez palpitant. Moi, j'avais envie de connaître la suite et ça se contorsionne de manière un peu étrange et bizarre. C'est un peu une atmosphère vraiment parfait en fait pour la période automnale, Halloween, etc. Et l'amour régit tout ça. Enfin, l'amour entre guillemets, vous verrez quand vous le lirez. C'est un amour lesbien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Il y a... Enfin, ouais, c'est tout un jeu de séduction qui mène à quelque chose d'assez sombre et je vous laisserai lire la suite si jamais ça vous a donné envie. Dans l'avion, j'ai lu le 3e tome des Dames de Marlowe Enquête de Robert Thorogood. C'est un cozy mystery où tout se passe à Marlowe, un petit village anglais. Et là, il y a eu un nouveau meurtre. C'est le maire de la ville qui a été assassiné. Et notre trio de femmes, du coup, c'est Judith, Bex et Suzy. Voilà. Judith, c'est une femme de 70 ans assez coquette qui aime être libre et seule et elle a pour habitude de se baigner dans la Tamise pour réfléchir. Bex, c'est la femme du pasteur du village et Suzy, c'est une promeneuse de chiens d'une 50aine d'années aussi. Et j'aime beaucoup ce trio. J'ai lu les 2 premiers que j'ai beaucoup aimés. Je l'ai commencé dans le train pour aller jusque Paris et après je l'ai terminé dans l'avion parce que j'avais quand même pas mal d'heures d'avion à faire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit très bien. Je l'ai beaucoup écouté puisque je l'avais pris aussi avec mes crédits Audible.
Et c'est un truc que j'aime beaucoup, je trouve que la narratrice joue extrêmement bien les différents personnages. Ça m'a vraiment plu, ça m'a divertie. C'est une petite série de cosy mystery que j'aime vraiment beaucoup lire pour me détendre, pour pas me prendre la tête. Et je trouve que c'est toujours plutôt sympa. Je m'amuse pas à essayer de trouver le coupable parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux juste profiter du moment. Et c'est vraiment une série de cosy mystery que je peux vous recommander si jamais vous en avez jamais lu, si jamais ça vous tente, parce que je trouve que le trio fonctionne extrêmement bien et j'aime bien les petites piques qu'il y a aussi entre Judith notamment et Tamara qui est l'enquêtrice du coup qui fait partie de la police, et j'aime bien ces petites piques qu'elles ont les unes les autres. Je trouve ça toujours assez sympa. Et c'est très très chouette à écouter et à lire. N'hésitez pas à commencer par ce livre si jamais vous avez jamais lu de livre audio. Je trouve que c'est un bon premier pas dans l'univers des livres audio que moi j'adore. Après ça, j'ai lu Se méfier de l'eau qui dort par Julia Richard. C'est un SP que j'ai eu par NetGalley. Et c'est un livre qui me tentait vraiment bien. J'aimais beaucoup la couverture et j'avais entendu beaucoup de bien de Julia Richard, notamment par Lucie, Pénélope, enfin un peu toute cette sphère-là avec qui je discute sur les réseaux sociaux. Notamment, elle avait beaucoup aimé Paternoster, je crois que c'est ça le nom, qui avait beaucoup, ça leur avait beaucoup plu. Et celui-ci m'intriguait vraiment beaucoup. J'en avais entendu très peu parler, je savais pas trop de quoi ça parlait, je me suis un peu lancée au hasard et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Julia Richard. Je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde parce que il y a un côté patois qui est un petit peu compliqué à comprendre de temps en temps. Dans cette histoire, on va suivre Astrid, sa petite sœur Ingrid et son grand-père. C'est une famille qui est un peu rejetée du village. Je sais pas trop dans quelles années ça se passe, mais ça doit être dans les années 1800, quelque chose comme ça. Et c'est une famille qui est assez rejetée parce que les deux filles pratiquent la médecine, donc elles sont considérées comme des sorcières et elles sont très très mal vues dans le village, malgré le fait que beaucoup de monde veuille de leur remède parce que ça leur fait du bien tout simplement. Peu de temps après le début du roman, le grand-père de Astrid va lui dire de ne pas s'approcher de la rivière, que la rivière est entre guillemets maléfique, qu'il n'y a que des choses mauvaises qui s'y passent. Et Astrid, elle comprend pas trop parce que son grand-père est un peu réputé pour avoir des espèces de visions, prémonitions, mais parfois ça se concrétise, parfois pas, et puis c'est toujours un peu obscur quand il en raconte. Donc elle, elle est bien obligée de continuer sa vie, il faut qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille parce que ses parents sont décédés. Donc elle va au marché, elle a des chèvres, donc elle va vendre son fromage, elle essaie de s'occuper un peu de tout le monde parce que c'est la grande sœur. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, on va se rendre compte qu'il y a un côté quand même assez surnaturel avec cette rivière et que les mots et la langue ont un sens tout particulier. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là parce que Astrid, elle commence à se méfier. Elle commence à comprendre que son grand-père a plus ou moins raison, mais elle comprend pas encore totalement comment parce que c'est très obscur ce qu'il lui raconte. Et vraiment, c'était un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que sa forme est très particulière de par le fait que l'autrice utilise beaucoup de patois et que parfois on ne comprend pas forcément tout. C'est vrai que j'ai vu passer ça, qu'un glossaire, ça aurait été pas mal, je pense, à la fin, pour comprendre un petit peu à quoi correspondaient certaines expressions, etc. Donc je pense que ouais, ça aurait pu être bénéfique au roman. Mais moi, je me suis vraiment laissée plonger dans l'histoire. J'ai adoré les jeux de mots qu'il pouvait y avoir et à quel point ça peut être assez tragique. C'est un petit peu horrifique dans un sens et je trouve que la fin est vraiment la meilleure qu'il puisse avoir. Je trouve que la Astrid a un personnage vraiment complet. Elle évolue énormément dans le roman. Il y a juste une chose que je n'ai vraiment pas appréciée, c'est qu'elle pardonne trop vite à un certain personnage qui, pour moi, ne méritait pas son pardon. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Je trouve que ça a été un petit peu trop facile comme pardon et qui ne méritait pas forcément. Donc voilà, c'est le point qui moi m'a déplu. Mais après, j'ai adoré le roman, j'ai adoré sa construction, j'ai adoré les jeux de mots et la langue et à quel point ça peut être tragique, à quel point on utilise certaines expressions à tort et à travers et qui se révèlent affreuses. Voilà, je peux pas vous en dire trop, mais j'espère que ça vous a donné envie parce que vraiment c'est un roman qui est parfait, encore une fois, pour la période
automnal, Halloween, quand il fait un peu brumeux, etc. Et le temps un peu brumeux aussi joue beaucoup dans le récit. Je crois qu'à un moment donné, ça parle de soleil et de un peu c'est l'été et la chaleur, mais moi je l'ai pas du tout perçu comme ça. Je l'imaginais toujours le village un peu sous la brume, parce que c'est un tout petit village au fin fond de ce que j'ai compris, ça avait l'air d'être un peu Alsace-Lorraine, parce que dans le roman, j'ai eu l'impression que certains parlaient en allemand ou en tout cas peut-être en alsacien, quelque chose comme ça. Je l'ai pas étudié donc je saurais pas vous dire, mais la façon de d'écrire les mots, je trouvais que ça sonnait un peu allemand-alsacien. Donc je pense que c'est un village un peu au fin fond de l'Alsace. Et vraiment pour moi c'était que des landes un peu brumeuses. Donc voilà, pour moi ça se passait dans ce moment-là et c'était le décor idéal pour Halloween et l'automne. Et le dernier que j'ai lu et dont je vais vous parler, c'est Le Dieu et la Gomio de Sophie Kim. C'est un livre où on va suivre un dieu déchu qui s'appelle Sokka. Je sais pas bien prononcer, je suis désolée. Et il va faire équipe avec une Gumio. Une Gumio, c'est une renarde à 9 queues. Et elle s'appelle Annie, Kimani, je crois, il me semble. Je suis pas très forte pour les noms coréens, vraiment, j'ai beaucoup de mal à le retenir. Donc si je prononce mal, j'en suis désolée. Et ils vont faire équipe parce qu'il y a un démon qui sévit dans la ville de New Cincy et qu'il faut absolument l'éradiquer parce que sinon il va transformer la ville en, en enfer, en ténèbres, tout simplement. Ils vont faire équipe pour éradiquer ce démon et aussi pour que Sokka puisse retrouver ses pouvoirs. Et vous allez voir qu'il y a un jeu de trahison, de traque, et c'est aussi une romance. C'est un urban fantasy romance. Je qualifierais pas ça de romantasy parce que la romance est quand même présente, mais je trouve que l'enquête est tout aussi présente, voire même un petit peu plus. Et j'ai vraiment aimé cette dynamique-là. L'autrice précise au début qu'elle a pour ambition juste que ce soit un peu comme un K-drama, et ça l'a totalement été. Et du coup, les attentes que j'avais ont été respectées parce que ça se lit vraiment comme un K-drama. Je le verrais très bien adapté justement en K-drama. Je raffole de ces histoires, vraiment. Si vous tombez sur mon compte Netflix, il y a quand même beaucoup de K-dramas coréens. Principalement coréen, j'ai pas beaucoup de K-drama japonais. Du coup, est-ce qu'on dirait un J-drama? J-drama? Je sais pas. En tout cas, la promesse est respectée. C'est bien un K-drama en roman. Et il y a un deuxième tome qui n'a pas encore été traduit en français parce que c'est une sortie, je crois, assez récente en français. Je crois que ça a été publié en juin par Sabran, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment adoré la dynamique entre les deux. J'ai bien aimé qu'on découvre aussi tous les un peu les yokai. Je sais pas si c'est yokai aussi en Corée, mais en tout cas tous les êtres un peu surnaturels de la mythologie coréenne. Et je m'y connais pas énormément, mais j'ai beaucoup apprécié qu'on les croise et qu'on comprenne à quoi ils servaient. Et j'ai vraiment beaucoup été accrochée par les deux personnages principaux, donc Annie et Sokka. J'ai bien aimé leur histoire d'amour, j'ai trouvé ça chouette. C'était pas révolutionnaire, mais ça ne se le voulait pas, et du coup, j'ai vraiment adoré les suivre, et j'ai beaucoup apprécié l'enquête et quelles étaient les révélations, certaines qui pouvaient être plus évidentes que d'autres, mais je me suis vraiment laissée porter et ça m'a énormément plu. Je sais pas si je lirai la suite, on verra bien, mais en tout cas, ça m'intrigue. Je sais pas si je me motiverai à le lire en anglais, honnêtement, la suite, ou si j'attends la version française. Mais c'est une histoire ouais, qui a respecté tout ce qu'elle disait, donc un bon K-drama en livre. Et vraiment, ça m'a énormément plu, ça m'a beaucoup divertie. Et j'étais vraiment prise dans l'histoire parce que j'avais vraiment envie de lire la suite quand je devais l'arrêter parce que typiquement, on a eu 2 heures de route pour venir jusqu'ici. J'avais très envie de lire dans la voiture, mais je suis malade, donc j'ai dû attendre d'arriver ici et de lire le soir. Ça m'a fait plaisir d'être autant plongée dans une histoire et notamment dans toutes celles que j'ai notées, là, toutes celles dont je vous ai parlé, j'ai vraiment été plongée à chaque fois et ça m'a fait beaucoup de bien parce que comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal à lire durant toute la période de 2025 et d'avoir cette nouvelle frénésie de lecture, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et pour cette semaine, parce qu'il me reste un petit peu moins d'une semaine ici, je repars le 10 octobre et on est actuellement le 5, si je dis pas de bêtises. Donc il me reste pas énormément de temps ici, mais j'ai dans ma liseuse
plusieurs livres qui me font envie, notamment Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. C'est une romantasy aussi, je connais pas trop le résumé, mais ça me donne plutôt envie et des gens de qui j'apprécie, les critiques ont aimé, notamment Lucie, Pénélope, je crois qu'il l'a lu aussi, Emeline. Enfin bref, des gens à qui je parle et qui ont vraiment apprécié. Et ouais, j'ai envie de trucs un peu légers comme de la romantasy et ça fonctionne aussi un peu dans le Poolverse, qui est un challenge organisé par Natcha, Bucosaurus, Pénélope et Lucie. Donc c'est un challenge de SFFF française, du coup il faut lire un maximum de SFFF française. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, les explications, etc. Je vous mettrai toutes les vidéos et les personnes que je mentionne en barre d'infos. Et je trouve que ça fonctionne bien aussi pour le challenge de Emeline et Jurassic Jones. Du coup, je mettrai aussi leur compte en barre d'infos et les vidéos explicatives. J'ai aussi sur ma liseuse 2 autres livres qui me font envie à l'heure actuelle. C'est Practical Magic de Alice Hoffman et une autre c'est Eva Evergreen Semi-Witch, je sais plus exactement. C'est un peu une vibe de Kiki la petite sorcière, donc ça me donne bien envie. Et je sais pas trop si je les lirai, si j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas j'aurai le temps, je pense aussi dans l'avion. On verra si je dors ou pas. Il faudra quand même que j'essaie de me prévenir du décalage horaire. Mais voilà, j'ai tout plein de choses à lire et on verra si j'ai le temps de lire ou pas, parce qu'on a plein d'autres choses de prévues. On va aller à Québec et j'ai très très hâte d'y retourner parce que j'étais déjà venue au Canada, mais il y a 12 ans, donc ça commence à dater. Donc voilà, j'ai très hâte d'aller voir tout ça et je vais encore profiter un petit peu de cette belle vue. Ma famille est partie faire un petit tour à pied et je voulais tourner cette vidéo sans eux parce que j'aime pas du tout tourner alors qu'il y a des gens. Donc voilà, je vais peut-être faire un petit tour en canoë encore un petit moment, je sais pas trop, mais en tout cas je vais profiter de cette vue au maximum avant qu'on rende le chalet. Je sais pas vraiment comment je vais monter cette vidéo. Je sais pas si je vous aurais inclus des petits clips de notre marche qu'on a fait hier. Je verrai bien, mais en tout cas, je ne vous souhaite pas encore une bonne journée puisque vous allez me retrouver, je pense, quand je serai de retour à Montréal pour vous montrer les livres que j'ai achetés, faire un petit book haul. Mais j'ai été assez raisonnable. Pour l'instant, j'ai pas acheté beaucoup. Et rebonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo pour le book haul. Vous voyez que je suis plutôt raisonnable, il n'y en a que 3. Je n'en ai acheté qu'un parce qu'on m'en a prêté 2 et je vais commencer d'ailleurs par ceux-là. C'est 2 auteuristes québécois et québécoises. Et du coup, c'est une amie de la famille qui me les a prêtés. Et en fait, elle en avait plein et elle m'a dit j'ai vraiment envie de te les prêter pour que tu puisses les découvrir. Ça me fait vraiment plaisir. Et il y en avait plein qui me donnaient trop envie, mais bon, je n'ai qu'une petite valise cabine. Je ne vais pas pouvoir ramener 1001 livres. Mais du coup, le premier que j'ai pris, c'est Femme fleuve de Anaïs Barbeau-Lavalette. Et comme ceci. Elle en avait 2 de cette autrice et 2 qui portaient un peu le même nom. Il y avait Femme fleuve et Femme forêt, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je lui ai demandé de choisir son préféré entre les 2. Elle m'a dit les 2 sont très bien, qu'elle avait beaucoup aimé, mais qu'elle avait une toute petite préférence pour celui-ci. Donc j'ai choisi celui-ci. Je vais vous lire le résumé parce que je le connais pas. Je l'ai lu très très rapidement en diagonale quand j'étais chez elle. Et parce qu'il y avait 1001 livres et je voulais vraiment plus ses ressentis, ce que me faisait ressentir aussi la couverture. Donc voilà, j'ai un peu choisi au feeling sans vraiment trop connaître l'histoire. Et je vais vous lire le résumé. Un peintre se retrouve sur la grève d'un grand fleuve afin d'en reproduire le bleu quand une femme vient bouleverser sa vie. Comme 2 amoureux qui se sont rencontrés trop tard, ils se réfugient l'un dans l'autre. Vœu lumineux d'une beauté sauvage, ce nouveau roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette porte sur ses ailes la résilience des huîtres qui fabriquent une perle de leurs blessures, la majestuosité du lys géant qui ne fleurit que tous les 7 ans et l'audace de toutes les femmes qui ont décidé d'écrire leurs désirs.
Anaïs Barbeau-Lavalette est cinéaste et auteure du roman culte La femme qui fuit. Ses œuvres nous aident à porter un regard neuf sur le monde en ouvrant sur la vie des fenêtres sans rideaux qui laissent passer les grands vents. Je le trouve vraiment intriguant. Le résumé n'en dit pas trop. Je sais pas trop à quoi m'attendre à part à une histoire d'amour. Est-ce que ce sera vraiment une histoire d'amour? Est-ce qu'il y aura de l'emprise? Je saurais pas trop dire, mais écoutez, en tout cas, ça me fait vraiment envie et j'ai hâte de le découvrir. Je lui ai dit que ce serait potentiellement pas tout de suite que je le découvrirais. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et voilà, du coup, ça leur fera une bonne occasion de venir en France pour venir récupérer ses livres. Une occasion toute trouvée. Et le deuxième qu'elle m'a passé, c'est 1000 secrets, 1000 dangers de Alain Farah. Il est comme ceci. Celui-ci, je lui ai pris parce qu'elle m'a dit que ça résumait bien le Québec moderne et en tout cas, ça faisait une bonne frise un peu chronologique de ce que j'ai compris. Ça faisait un petit peu historique, mais peut-être que je raconte n'importe quoi. Et ce qui m'a donné aussi envie, c'est qu'elle m'a dit qu'il y avait l'adaptation cinématographique qui allait bientôt sortir au Québec. Et du coup, peut-être que si je le lis avant et qu'il sorte en France, peut-être que je pourrais découvrir le film. Et pour le résumé, c'est pareil, je vais vous le lire. Alain épouse Virginie en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En apparence, ce sera le plus beau jour de sa vie, de leur vie. Tout le monde est là, les parents de la mariée, la grande amie, les parents du narrateur, Libanais d'Égypte immigrés au Québec il y a 30 ans, divorcés depuis 20 ans, qui ne se parlent plus depuis 10 ans. Mais à l'approche de la célébration, Alain va plus mal que jamais. Les insomnies sont de retour, l'angoisse et la maladie aussi. Et aujourd'hui, son cousin Édouard, son garçon d'honneur, son frère, perd pied, emporté par la mécanique folle d'un déni aux proportions bibliques. Alain prie pour que le sort les épargne pour que ce grand jour en soit un de fête et de guérison. Or, un nom ressurgit au détour d'une phrase, un nom maudit remonté du fin fond de sa mémoire, là où gisent la honte et la douleur des années sombres, un nom que rejoignent bientôt une voix, un corps, une histoire. Un fantôme se fait chair, qui a plusieurs visages, et tout ce qu'on a voulu oublier, tout ce qu'on a refusé de voir, tout ce qu'on a détesté, vient réclamer son dû. Comme on fait son lit et on se couche, car la vie, Ya Alain, est un piège qui sommeille dans la prison du temps. Oui, la vie, Ya Ebni, je suis désolée si c'est une mauvaise prononciation. Souviens-t'en, ne dure pas, quelques joies, de grandes peines, 1000 secrets, 1000 dangers. Ben écoutez, je suis un peu perplexe face à ce résumé, je comprends pas tout, mais c'est quand même intriguant, honnêtement. Et le dernier que je me suis acheté dans un genre de Emmaüs, c'était Renaissance, le nom du magasin. C'est A Potion to Die For de Heather Blake. C'est un cozy mystery de sorcière qui me fait un petit peu penser à les trucs de sorcière Bed and Breakfast là. Comment ça s'appelait déjà? Je vous mettrai la couverture ici parce que je m'en souviens pas. Et j'ai l'impression que ça fait un peu ça. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très kitsch et ça me fait plaisir. Je sais plus trop de quoi ça parle. On va faire une tentative de traduction à vue. En tant que propriétaire du Little Shop of Potions, du petit magasin de potions, un magasin de potions spécialisé dans les potions d'amour, dans les filtres d'amour, Carly Bell Hartwell, la propriétaire de ce magasin, voit son nombre de demandes augmenter plus que jamais. A local soothsayer, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudra que je cherche. Donc, mais dans le contexte, j'imagine que c'est une sorte de médium, on va dire ça. Une médium locale a prédit que un couple va bientôt divorcer dans la ville. Et maintenant, il semble que chaque personne mariée à Hitching Post en Alabama cherche un petit coup de pouce magique pour être sûr que ce ne soit pas eux. Mais un jour, Carly découvre un homme mort dans son magasin, clutching one, en tenant une de ses potions dans ses mains. Et elle passe de la plus populaire des personnes du village à l'ennemi public numéro 1. En un rien de temps, cette investigation, cette enquête pour découvrir qui est la coupable se transforme en chasse aux sorcières, littéralement. Je comprends pas toute cette phrase, mais j'ai l'impression qu'il y a un jeu de mots avec to brew, qui veut dire remuer, mais là on a plus l'impression to brew, remuer un chaudron, quoi, vu que c'est une sorcière. Et sluicing, je ne sais pas ce que ça veut dire, sluicing skills, mais au vu de la phrase, j'imagine qu'elle va devoir réunir toutes ses connaissances en investigation pour laver son nom, tout simplement, et découvrir qui est le véritable assassin, avant que toute la ville soit convaincue que ces potions font mourir, littéralement. Voilà, j'espère que le résumé sera assez cohérent.
Mais écoutez, ça a l'air d'être un petit cozy mystery assez sympathique. Et j'en ai jamais entendu parler, mais c'est écrit que l'autrice a fait The Good, The Bad and The Witchy. Si jamais ça a été traduit en français, je vous mettrai la couverture également juste ici, mais je n'en ai jamais entendu parler. Et apparemment, c'est le premier d'une nouvelle série. C'est écrit juste à côté du titre. Et voilà, Magic Potion Mystery. Un cozy mystery de potions magiques. Et bah, c'est tout ce qu'il me fallait finalement. Et celui-ci, j'ai dû le payer vraiment très peu cher. C'était 2,25 $. Donc en euros, ça fait vraiment pas cher parce que en ce moment, le dollar canadien est très faible par rapport à l'euro. Mais c'est pas plus mal parce que je trouve que les prix des livres au Canada sont excessivement chers. Malgré la conversion et tout, je trouve quand même qu'il y a certains livres, ils abusent quand même pas mal. Mais écoutez, je suis bien contente. Je vais essayer de ramener que ça en livre dans ma valise parce que j'ai pas énormément de place. Mais on verra si peut-être que je craque pour autre chose. On verra bien. Parce qu'il me reste une semaine ici. On est lundi et je repars vendredi. Donc voilà, là j'ai pu tourner parce que personne n'est dans la maison. Mes parents sont partis chercher des amis de la famille qui viennent aussi au Canada. Et on va demain à Québec pour 3-4 jours là. Et ça va être vraiment trop trop cool. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas plus avancé dans les livres par rapport à hier. Donc écoutez, si jamais j'ai d'autres choses à vous montrer, j'essaierai de vous les montrer quand je suis encore au Canada ou sinon ce sera quand je serai rentrée chez moi en France. Sur ce, je vous fais des bisous. Je sais pas trop si je vais continuer ou pas, mais dans tous les cas, si ça s'arrête ici, la vidéo, je vous ferai une conclusion plus tard. Et voilà. Bye! Rebonjour, comme vous pouvez le voir, je suis revenue en France, je suis de retour à Nantes et je voulais juste vous parler de 3 livres. J'ai trouvé un livre dans une boîte à livres et j'étais trop contente parce que c'est un auteur que j'avais repéré, c'est Michel Jean et il était dans un état parfait. C'est ce titre-là, c'est un auteur Innu, donc c'est un auteur de Première Nation, donc j'imagine que c'est la langue Innu. Je suis très peu renseignée, je suis désolée. Donc c'est Tio Tiake. Veuillez me pardonner pour cette prononciation, je pense absolument terrible. Et je vais vous lire le résumé parce que je me souviens l'avoir vu passer. J'ai peut-être mis en wishlist, je sais plus. Mais c'est un auteur que j'avais repéré parce que j'avais repéré son titre Cocoon, Coucoum, pardon, qui est un best-seller apparemment. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais comme ces autres romans, ça parle de Innu. Et donc, je vais vous lire le résumé. Eli Mestenapeo sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son père, un homme alcoolique et violent. Sa communauté Innu de Nutaskuan, encore une fois, je suis désolée pour les prononciations, l'a banni. Il débarque à Montréal et se retrouve dans la rue. Il y croisera des personnes d'autres nations, Inuit, Chris, Atikameku, je sais pas comment on prononce encore une fois, je vous l'écrirai à l'écran pour que ce soit plus clair, venu comme lui s'échouer dans la métropole, et il fera des rencontres déterminantes qui l'aideront à se reconstruire. Tio Tiake, c'est aussi la réalité de ces autochtones qui se regroupent dans les villes pour reformer la communauté qu'ils ont perdue. La seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs plus grands que soi. Et je vais vous lire le petit mot qu'il y a sur l'auteur. Michel Jean Innu est écrivain et chef d'antenne. Auteur de 9 livres, il a dirigé 2 recueils de nouvelles mettant en avant des voix autochtones. Amoun en 2016 et Wakpe en 2021. Coucoum, qui rend hommage à son arrière-grand-mère, sorti au Québec en 2019 et en France en 2020, est lauréat du prix littéraire France-Québec et finaliste du prix littéraire Jacques Lacarrière. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Voilà, il était vraiment neuf. Cette boîte à livres, c'était vraiment une pépite. J'ai vu Normal People aussi, de Sally Rooney. J'ai vu Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Il y avait aussi pas mal de trucs. Mon papa, il a pris L'étranger de Camus, parce que je lui ai dit que c'était vraiment bien et que ça lui avait donné envie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour le Canada. Après, je dis c'est tout ce que j'ai pris, mais j'ai quand même ramené quelques souvenirs. Je vais vous montrer ce qui était dans le livre que je suis en train de faire sécher.
des petites feuilles, toutes belles, et celle-ci, vraiment, elle est trop belle. Bref, ça sèche dans mon livre, et puis pour le reste, bon, je vais pas vous montrer, on s'en fiche un peu, malgré le fait que j'ai des très jolies cartes. Et je voulais aussi vous montrer un service de presse que j'ai reçu quand j'étais absente. C'est Rebecca de Sunnybrook de Kate Douglas Wiggin aux éditions Novel. Et du coup, ça m'a été envoyé par les éditions. C'est la même collection que Cathy Carr, là, que j'ai juste derrière moi. Et vraiment, c'est trop... j'adore le travail éditorial, encore une fois. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Vraiment, les pages de garde aussi, elles sont vraiment très belles. Et est-ce qu'il y a des en-têtes de pages comme dans Cathy Carr? Ah non, cette fois-ci, il n'y a pas d'en-tête, mais il y a les premières lettres. C'est en enluminure, je sais plus comment on dit. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Et bah, je vais vous lire le résumé là, que j'ai sur le petit papier, parce que c'est sorti le 2 octobre. Ouais, le 2 octobre, j'étais clairement pas là. Pour tout vous dire, c'est à partir de 12 ans et le prix, c'est 17,90 en format papier et 9,99 en format numérique. Et pour le résumé, fille d'une famille pauvre et nombreuse, Rebecca est envoyée vivre chez deux tantes au caractère bien trempé dans l'espoir d'un avenir meilleur. Curieuse, vive, rêveuse et profondément attachante, la jeune héroïne bouleverse, pour sa seule présence, l'équilibre de la petite ville de Riverboro. À travers les épreuves et les joies de la vie, elle s'affirme peu à peu, déploie sa personnalité unique et s'ouvre au monde. Publiée en 1903, Rebecca of Sunnybrook Farm est un grand classique de la littérature jeunesse américaine, considéré comme l'un des premiers romans d'apprentissage au féminin. Avec un subtil mélange de réalisme, de poésie et d'humour, Kate Douglas Wiggin offre un portrait émouvant d'une enfance tiraillée entre la fantaisie et la rigueur des conventions sociales. La jeune Rebecca, au regard intense et à l'imagination débordante, incarne une forme de liberté intérieure et de résilience qui résonne encore aujourd'hui. Apparemment, il a été adapté plusieurs fois au cinéma et traduit dans des dizaines de langues. Et j'ai vu que c'était... Ah oui, c'est ça. C'est le roman qui a inspiré la création de Anne de Green Gables et de Emily of the New Moon. Autant vous dire que j'adore Anne de Green Gables, donc pour moi, ce n'est que positif. Et j'ai un petit mot sur l'autrice. Elle est née en Pennsylvanie et elle a été élevée dans le Maine. Donc c'est une figure majeure de la littérature jeunesse américaine. Du tournant du XXe, passionnée d'éducation, elle fonde l'une des premières écoles maternelles gratuites de Californie, convaincue que tout enfant mérite la chance de s'épanouir, quel que soit son milieu. Très stylé. Eh bien écoutez, je suis impatiente de le lire. Je vais vous montrer ce que je suis en train de lire et peut-être que je lirai juste après, je sais pas encore. Parce que là, il y a, je pense que quand je sortirai cette vidéo, ce sera déjà publié. Mais il y a le deuxième tome de Peau d'âme qui sort là le 16 octobre. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et je pense que si je me l'achète, je vais le lire dans la foulée. Et pour ce que je suis en train de lire en ce moment, ah oui, parce que je vous avais dit que potentiellement j'allais commencer d'autres romans sur ma liseuse. Et au final, sur les quelques jours où je suis restée là au Canada, bah, j'ai rien lu d'autre parce qu'on a fait pas mal de trucs. Ma marraine et son compagnon sont venus, donc voilà, on a fait pas mal de trucs. On a visité Québec, bref, c'était très très chouette. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai commencé le tome 3 de la saga des mystères, donc le ciel d'orage de Jeff Wheeler. Et j'ai bien avancé parce que je suis à un petit peu plus de la moitié. Et j'aime toujours autant. Vraiment, c'est absolument génial. Je peux pas vous parler du résumé parce que ce serait vous spoil. Je ne peux que vous conseiller de commencer la saga. C'est une saga à moitié jeunesse, young adulte. Je ne saurais pas trop vous dire à partir de quand. J'ai peut-être, ouais, 12 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des trucs qui font peut-être un petit peu de peur si on est un peu plus jeune. Je ne sais pas trop. Je sais jamais trop évaluer ça. Mais écoutez, ça mêle la fantaisie... l'aventure, des femmes, des personnages féminins très forts, des belles relations en amitié que familiales. Et en même temps, il y a un côté un peu plus sombre que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je vous conseille vivement de commencer cette saga et d'autant plus ces livres. Parce que je vais vous redire du coup qui a fait la traduction et qui a fait les dessins. La traduction, ça a été fait par Ariane Maxiutine pour Valentin Translation. Et la couverture, illustration de jaquette Elliot Baum et illustration de couverture Talenta Priyat Mojo. Pardon pour la prononciation, parce que oui, du coup, je vous ai pas montré sans jaquette. Il est comme ça. C'est très mimes aussi, vraiment, c'est joli. Mais bon, moi je préfère quand même la jaquette, je la trouve très jolie.
Bref, voilà, je pense que j'en ai tout dit. Ah oui, je vous ai pas dit qui a traduit ça, ce serait bête quand même de pas vous dire, et qui a fait les illustrations. Alors du coup, c'est traduit par Jacques Martin. Et est-ce que j'ai la personne qui a fait... Ah oui. Illustration et création graphique de Myrtille Vardel. C'est Berries and Pepper. J'imagine que c'est la boîte. Ah, vous avez peut-être pas vu quand j'ai lu parce que je me suis baissée comme une tortue là. Mais bon, bref, écoutez, ça aussi c'est vraiment très beau. Voilà, très bel objet livre que je valide à 100% et qui n'est pas si cher que ça. Franchement, 17,90 pour un relié. J'appelle ça pas trop cher en termes de relié parce qu'il y en a qui se font plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cet environnement est moins stylé que la première partie que je vous ai filmée, mais écoutez, c'est mes bibliothèques quand même, elles sont jolies. Dites oui, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir pu ajouter quelques petits plans de mon voyage. Je sais pas trop encore parce que là, j'ai pas monté ces parties-là. Mais voilà, j'étais trop contente de partir au Canada. J'étais trop contente. J'ai pu revoir mon frère. J'ai pu voir ma belle-sœur, revoir ma belle-sœur aussi. Et bah, voir un peu où ils vivent, etc. Moi, ça faisait 12 ans que j'étais pas allée au Canada. Donc voilà, ça m'a trop donné envie d'y retourner en hiver. Ça a l'air incroyable en hiver, vraiment. Et j'ai pu revoir aussi une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps, donc j'étais trop contente. Bref, c'est un super voyage et je suis très chanceuse. Et je pense que je vais faire quelques reels dessus, donc si jamais vous avez envie de continuer à voir le Canada en automne, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que je vais faire quand même 2-3 petits reels de cette magie automnale du Canada. Bref, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!